Les populations doivent éviter l'occupation anarchique des zones inondables, en particulier dans les agglomérations urbaines et bassins, et veiller à la gestion rationnelle des ressources en eau pour assurer les besoins des barrages hydroélectriques et des aménagements hydro-agricoles. Ce sont là quelques propos de Latifou Issaou, directeur général de l'Agence nationale de la météorologie ANAMET, concernant le mois de septembre, octobre et novembre. En réalité, l'Agence nationale de la météorologie a annoncé que les mois de septembre, octobre et novembre seront marqués par des précipitations abondantes, précisément dans les régions des plateaux et maritimes. D'après la dite agence, cette période pluvieuse sera caractérisée par des excès de pluie qui peuvent donner lieu à des inondations, notamment dans les bassins versants du lac Togo, du Mono et de l'Ouémé. Même si elle présente des risques d'inondation, cette période pluvieuse de 3 mois sera favorable aux agriculteurs. L'ANAMET conseille les producteurs de faire une anticipation dans la préparation des sols pour la production agricole. Rappelons que des numéros d'urgence sont mis à la disposition des populations en cas d'inondation afin de leur venir en aide. Récemment, l'éditeur britannique de revues scientifiques et académiques Taylor et Francis Group a dans un rapport déclaré que 22% des médicaments vendus en Afrique subsaharienne sont de qualité inférieure ou totalement falsifiés. D'après ce rapport, les études faites de 2014 à 2024 dans les pays de l'Afrique subsaharienne ont révélé que sur 7 558 échantillons de médicaments couverts, 1639 avaient échoué au minimum une fois en test de qualité. Ce qui, en d'autres termes, signifie que ces 1639 médicaments sont contrefaits. Ces études avaient porté sur la prévalence des médicaments falsifiés de qualité inférieure, non agréés et non enregistrés et leurs facteurs associés en Afrique. Le dit rapport a également révélé que des médicaments comme les antibiotiques, les antipaludéens et les antiprotozoaires sont généralement de qualité inférieure et falsifiés. Ces médicaments sont aussi les plus signalés. On peut retenir que le taux le plus élevé de médicaments contrefaits est de 88,4% pour le Malawi, suivi du Togo et du Ghana, qui sont chacun à 75%. Suite à tout ceci, la responsable de la recherche à Access to Medicine Foundation a déclaré, je cite, « Si les patients reçoivent des médicaments de qualité inférieure ou carrément falsifiés, cela peut entraîner l'échec de leur traitement, voire des décès qui auraient pu être évités. » Rappelons que selon l'Office des Nations Unies contre la drogue, en 2023, 500 000 personnes sont mortes suite à la consommation des médicaments de contrefaçon en Afrique subsaharienne. Déclarée éradiquée par l'Organisation mondiale de la santé en 1980, la variole du singe a refait surface en 2023 en République démocratique du Congo sous une nouvelle souche. Selon le ministre de la Santé congolais, le pays a déjà enregistré plus de 15 000 cas potentiels avec plus de 500 décès depuis le début de l'année. Quelques jours plus tôt, l'Agence de santé de l'Union africaine a déclaré la maladie urgence de santé publique de portée continentale et internationale. Au Togo, le ministère en charge de la Santé prend des dispositions pour renforcer la surveillance épidémiologique sur l'ensemble du territoire avec une attention particulière sur les points d'entrée du pays. La variole du singe déclenche les mêmes symptômes que la variole, mais peu prononcés. Elle commence par de la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires, des frissons et de la fatigue. À ce jour, le Togo n'a pas encore enregistré de cas. Ainsi, la population est appelée à une vigilance accrue avec l'adoption des comportements sanitaires comme le lavage régulier des mains, la couverture de la bouche et du nez lors des éternuements ou de tout en évitant le contact avec le sang ou les liquides corporels d'une personne suspecte. En cas de suspicion, le ministre de la Santé recommande que l'intéressé soit rapidement dirigé vers un centre de santé pour une prise en charge adéquate. En Égypte, une entreprise fabrique des tuiles pour le bâtiment à partir des déchets plastiques. L'objectif est de rendre le secteur de la construction plus respectueux de l'environnement. Il s'agit de Teal Green,
Créé il y a 3 ans, les fondateurs ont mis au point une nouvelle technologie permettant de transformer de vieux morceaux de plastique en carreaux sans ciment. Nous avons inventé une technologie et un processus industriel qui nous permet de transformer toute forme de déchets plastiques, notamment ceux de faible valeur, en matériaux de construction. Nous fabriquons un matériau appelé composite d'agrégats polymères dans lequel nous mélangeons des déchets plastiques avec des agrégats naturels comme le sable et le gravier afin de produire un substitut au béton. Nous pouvons utiliser ce composite pour fabriquer de nouveaux produits. Il y a 2 ans, la start-up avait fourni des tuiles à emboîtement pour un sentier à l'intérieur du complexe administratif de Sodic, un promoteur immobilier de premier plan. L'expertise de Teal Green et sa passion pour la production de matériaux de construction est très intéressante d'un point de vue technique, qualitatif et esthétique. Cela nous donne l'occasion de collaborer avec une telle start-up, non seulement parce qu'il s'agit de matériaux de construction de haute qualité, mais aussi parce qu'il est esthétiquement plaisant. Teal Green est l'une des nombreuses start-up qui ont émergé en Égypte ces dernières années, offrant des solutions pour la durabilité et la transformation verte dans divers secteurs. Nous devons offrir aux start-up des incitations afin qu'ils puissent continuer à exister sur le marché égyptien et à se développer. Parallèlement, nous devons également sensibiliser les promoteurs et les utilisateurs à l'existence de ces options sur le marché. Tout concepteur qui souhaite construire un bâtiment écologique doit d'abord savoir quels sont les matériaux écologiques disponibles. Dans une petite usine à quelques encablures à l'est de Caire, Teal Green produit environ 5000 tuiles par mois. Dans un pays où les industries de la construction et de la fabrication sont responsables de 23% des émissions de CO2, selon les chiffres du gouvernement égyptien. L'influence résiduelle de l'esclavage subsiste encore aujourd'hui en Amérique du Nord, selon June Francis. Cette spécialiste canadienne du racisme s'exprimait vendredi à l'occasion de la Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. Une grande partie de la richesse que nous observons dans toute l'Amérique du Nord peut être attribuée à cette servitude forcée qui a permis à toute une main-d'œuvre d'être soumise et donnée aux maîtres blancs. Le Canada en a bénéficié dans un premier temps, parce qu'il en faisait partie. La présidente de l'Antiracisme Data Committee de British Columbia a estimé que le traumatisme de la traite des esclaves a laissé au Canada une marque d'injustice difficile à effacer. De la même manière que l'histoire indigène est effacée, c'est une manière pour une société qui veut cacher sa honte et qui est victorieuse et qui détient tous les leviers du pouvoir, y compris ceux qui écrivent les programmes d'études, qui écrivent l'histoire. June Francis a sollicité des excuses formelles de la part des autorités canadiennes envers les peuples opprimés. Dans la ville de Pitoa, dans le nord du Cameroun, les pluies se font rares et les récoltes en pâtissent. Emma Dandy a déjà perdu une bonne partie de ses 8 hectares de céréales, alors que la saison ne fait que commencer. Il y a rareté de pluie. Alors, ici c'est le champ du mil. Tout est déjà à sec. L'année passée, j'ai récolté au moins 7 à 8 sacs par quart. Mais cette année, comme vous avez vu, il n'a pas plu. Et derrière moi ici, c'est le champ du maïs. C'est pareil aussi. Un quart, je récolte au moins 10 sacs, 8 sacs. Alors, cette année, ça ne va pas. Rareté de pluie. De son côté, Édouard Litassou inspecte ces jeunes cotonniers qui n'ont pas reçu la moindre goutte de pluie depuis bien longtemps. L'homme est résigné. Maintenant, les vers ont rongé aussi
les feuilles de plantes. Donc, en voyant même sur le terrain, il y a certaines feuilles là sont froissées. Bon, en plus, il y a eu des sécheresses partout, même le riz, même les milles rouges, donc les maïs n'en tiennent pas compte. Donc, ça a impacté vraiment notre agriculture de cette année. Les experts accusent le changement climatique. Quand les croyants s'en remettent au bon Dieu, dans la prière et le jeûne, les musulmans de la ville de Garoua ont observé des périodes de pénitence pour invoquer la pluie. La ville de Garoua et ses environs a enregistré une perturbation de pluie. Nous avons enregistré une pause sèche durant cette période. Ce phénomène d'interruption des pluies s'inscrit dans le cadre des changements climatiques. Et ajouté à cela, durant cette période, nous avons eu dans la ville de Garoua et ses environs l'installation d'un système de haute pression. Cela a engendré la non-formation des nuages de pluie dans ces zones et ses environs. La situation impacte fortement le quotidien des populations. Les prix des céréales flambent sur les marchés locaux. Cette région fournit l'essentiel des céréales qui alimentent toute la partie nord du Cameroun et des exportations vers le Nigeria, le Tchad et la République centrafricaine. Dans la bande de Gaza, les populations s'en remettent désormais aux pêcheurs pour avoir de quoi se nourrir. Plus de 4000 pêcheurs qui bravent les restrictions qui leur sont imposées par Israël dans la Méditerranée. Et il est aujourd'hui très risqué d'approvisionner en poissons frais 2,2 millions de Palestiniens affamés, l'autre visage de la guerre. Nous n'avons pas de bateau pour naviguer. Nous cherchons donc d'autres solutions, comme un petit bateau à rame. Nous en avions à moteur, mais maintenant, après qu'ils aient brûlé avec les équipements, nous cherchons un petit bateau avec une pagaie. Mais personne n'en a. Nous avons dû travailler pour les autres. Aujourd'hui, la vie est très courte. Et obtenir 100 shekels à la fois est plein de risques. Et on ne peut rien acheter avec 100 shekels. Vous les apportez au marché et vous ne pouvez même pas acheter une cigarette. Les prix sont élevés. La vie est devenue difficile. Aux premières semaines de la guerre, Israël a bombardé tous les ports de pêche de la bande de Gaza, détruisant la plupart des bateaux de pêche. Avec une population jeune de plus en plus connectée et le développement des paiements numériques, le commerce en ligne est en train de transformer le paysage économique africain. L'Afrique se prépare à une explosion du e-commerce avec des prévisions de la fintech Nicolipe indiquant une croissance de 15 milliards de dollars entre 2024 et 2028, soit une croissance de près de 49% en 4 ans. Selon Statista, même si seulement 13% des Africains faisaient leur achat en ligne en 2017, la croissance du secteur a bondi de 140% entre 2017 et 2021. D'ici la fin de l'année prochaine, près de la moitié du continent participera au e-commerce. Les habitudes d'achat en Afrique évoluent grâce aux plateformes en ligne où la mode, l'électronique et les médias sont les catégories les plus prisées. Jumia, souvent qualifié de l'Amazon de l'Afrique, se distingue avec près de 22 millions de visites mensuelles. Jumia, en réajustant sa stratégie avec une gestion optimisée des coûts et une centralisation des entrepôts, se prépare à augmenter sa part dans le marché du e-commerce africain. Pourtant, bien que prometteur, ce dernier est confronté à des défis majeurs. Les méthodes de paiement restent un obstacle considérable, sans compter les coûts d'expédition élevés. La Banque mondiale rapporte qu'en 2019, le coût moyen d'exportation d'un conteneur depuis l'Afrique subsaharienne était de 2504 $, contre 1033 $ depuis l'Asie de l'Est et le Pacifique. Pour tirer parti des 650 millions de e-shoppers prévus d'ici 5 ans, il faut investir dans la logistique et simplifier les paiements numériques. Grâce à l'accès croissant aux smartphones et à une connectivité Internet améliorée, le jeu mobile gagne en popularité au Ghana et cette tendance pourrait dynamiser le développement de jeux dans le pays. Prince Nelson joue à des jeux sur son téléphone mobile pour passer le temps, gérer son anxiété et réduire son stress.
Je joue à FIFA Mobile et en tant que fan du Chelsea Football Club, je choisis toujours cette équipe lorsque je joue en ligue. Avec une prévision de 7,5 millions d'utilisateurs de jeux mobiles d'ici 2027, le Ghana voit le jeu mobile comme un moteur de développement, comme le souligne le président de la Ghana eSport Association. Quand nous parlons de jeu, il ne s'agit pas seulement de l'aspect ludique, mais aussi du développement du jeu qui englobe l'éducation, l'emploi, l'entrepreneuriat et le développement communautaire. Les revenus des jeux mobiles devraient dépasser 90 millions de dollars cette année. Cependant, les Ghanéens ne sont pas encore les principaux créateurs de ces jeux. Les experts estiment que le potentiel pour des jeux locaux est considérable. Une fois que nous commençons à créer nos propres jeux, cela génère des opportunités pour tous les studios, mais cela nécessite également le développement d'infrastructures adéquates. Au Ghana, les revenus des jeux vidéo devraient dépasser 135 millions de dollars cette année, avec le jeu mobile boostant les e-sports et créant des emplois.